Avez-vous déjà été là, les yeux rivés sur votre téléphone qui s'illumine de messages de personnes qui prennent de vos nouvelles, tout en ressentant une telle fatigue que vous étiez physiquement incapable de taper une seule réponse? Vous posez le téléphone face cachée, coupez les notifications et vous retirez dans la sécurité tranquille d'une pièce sombre. Pour le monde extérieur, vous avez tout simplement disparu. Vos proches s'inquiètent. Vos amis pourraient penser que vous êtes froid. Votre patron pourrait supposer que vous esquivez simplement vos responsabilités. Mais au fond de vous, vous n'avez absolument aucune intention de blesser qui que ce soit. C'est juste que votre esprit, à ce moment précis, est comme un réseau électrique au bord d'un court-circuit massif, complètement surchargé. Débrancher est le seul moyen que vous connaissez pour éviter une panne totale du système. Pourquoi est-ce que, au moment où nous avons le plus besoin d'une épaule sur laquelle nous appuyer, nous choisissons de repousser le monde entier? Ce silence soudain et isolant est-il un acte d'évasion égoïste? Ou est-ce, en réalité, un cri d'aide silencieux d'une âme qui se brise discrètement? La société a souvent une manière très simple et profondément préconçue d'expliquer les personnes qui choisissent le silence pendant une crise. Nous les étiquetons rapidement comme faibles. Nous les traitons d'évadés. Parfois, nous les qualifions même d'insensibles ou d'égoïstes. Quand quelqu'un disparaît soudainement des conversations quotidiennes, décline toutes les invitations ou s'enferme simplement dans une pièce pendant des heures, la réaction immédiate de son entourage est généralement la déception. Cela se transforme en colère, et très souvent, cela devient un profond sentiment d'abandon. Cependant, ce jugement superficiel ignore complètement une réalité psychologique profondément complexe. L'auto-isolement pendant les périodes de stress extrême n'est pas simplement un défaut de personnalité. Ce n'est pas un manque de compétences d'adaptation. C'est un phénomène qui doit désespérément être accueilli avec notre empathie, plutôt qu'avec nos dures critiques. Pour de nombreux individus, l'acte de se retirer des interactions sociales n'est pas un choix conscient et calculé fait pour blesser quelqu'un d'autre. C'est un réflexe involontaire. C'est une tentative désespérée du corps et de l'esprit pour conserver la moindre fraction d'énergie qu'il leur reste. Lorsqu'une violente tempête frappe, chercher un abri calme et caché n'est pas un acte de lâcheté. C'est un instinct fondamental de survie. Pour vraiment comprendre pourquoi une personne choisit de claquer la porte au monde extérieur, nous devons regarder la situation dans son ensemble. Nous devons regarder la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Nous existons à une époque où la connexion constante est glorifiée. Elle est traitée comme la mesure ultime du succès et du bonheur. Les médias sociaux, les smartphones et une culture de l'hyperactivité incessante exigent que nous soyons toujours en ligne. Nous sommes censés être instantanément réactifs, toujours joyeux, toujours parfaitement en contrôle de tout. Cette pression invisible crée un lourd brouillard de fatigue chronique. Et lorsque l'épuisement absolu frappe enfin à la porte, maintenir ce masque social devient un poids écrasant. Mais les pressions du monde moderne ne sont souvent que le déclencheur. Elles allument un mécanisme de défense qui a été installé il y a très longtemps. Si nous examinons plus profondément l'enfance et la dynamique familiale, le besoin de s'isoler prend presque toujours racine dans un traumatisme précoce. Beaucoup d'entre nous ont grandi dans des environnements où exprimer des émotions négatives n'était tout simplement pas sûr. Montrer de la faiblesse ou échouer n'était pas acceptable. Peut-être avez-vous été réprimandé pour avoir pleuré. Peut-être avez-vous été ignoré lorsque vous avez essayé de parler de votre tristesse. Ou peut-être avez-vous dû porter le poids écrasant des attentes de vos parents sur vos petites épaules. Lentement, une croyance fondamentale très toxique se forme dans l'esprit de cet enfant. Il commence à croire que l'amour et l'acceptation sont purement conditionnels. Il pense qu'il n'est valable que lorsqu'il est stable et fort. Cet enfant apprend une leçon douloureuse. Quand il s'effondre, l'option la plus sûre est de se cacher
et de soigner ses propres blessures en silence. Cette blessure d'enfance le suit silencieusement jusqu'à l'âge adulte. Elle transforme son silence en le seul bouclier qu'il sait utiliser, à chaque fois qu'une nouvelle tempête arrive. Sous l'angle de la psychologie et des neurosciences, l'acte de s'isoler sous le stress a un sens parfaitement logique pour le corps humain. Lorsque nous faisons face à une pression écrasante, qu'il s'agisse d'une perte d'emploi, d'une rupture douloureuse ou simplement de l'accumulation silencieuse de l'épuisement quotidien, l'amygdale, le centre de traitement émotionnel de notre cerveau, déclenche une alerte rouge massive. La plupart d'entre nous connaissent les deux réactions classiques, le combat ou la fuite. Mais il existe un troisième état qui détient la clé pour expliquer ce lourd silence. La réponse de figement. Lorsque le cerveau détermine qu'une menace est trop massive pour la combattre et impossible à fuir, il choisit de s'éteindre complètement. Cette réaction de figement est exactement comme un animal sauvage qui fait le mort face à un prédateur. Un profond engourdissement émotionnel s'installe. Ils perdent la capacité de traiter de nouvelles informations. Ils se sentent complètement déconnectés de leur propre corps physique. Dans cet état, prendre un téléphone pour répondre à un simple message texte demande exactement la même quantité d'énergie neurologique que de courir un marathon. Pour mieux comprendre cet arrêt du système, le psychiatre Dan Siegel a introduit un concept brillant appelé la fenêtre de tolérance. C'est la zone optimale où notre système nerveux fonctionne magnifiquement. C'est là que nous pouvons traiter les émotions et gérer les interactions sociales normalement. Mais les personnes qui portent un traumatisme non résolu ou subissent un stress prolongé ont une fenêtre très étroite. Lorsque leur niveau de stress dépasse la limite, elles ne sont pas poussées dans un état d'hyperexcitation ou de panique. Au lieu de cela, elles tombent directement dans les profondeurs de l'hypoexcitation. Au plus bas de cet état, le corps coupe automatiquement toutes les connexions sociales. Il accumule chaque dernière goutte d'énergie juste pour maintenir les fonctions de survie de base. Biologiquement parlant, l'isolement est simplement un mode d'économie d'énergie d'urgence. Parallèlement à ce changement neurologique, la surstimulation joue un rôle majeur. Lorsqu'une crise survient, les sons simples, les lumières vives et même les questions les mieux intentionnées des proches se transforment en forêts aiguisées, perçant directement un cerveau gonflé et épuisé. Ils ont besoin d'une obscurité absolue. Ils ont besoin d'un silence total pour que le cerveau puisse nettoyer le flot chaotique de produits chimiques de stress comme le cortisol. Ensuite, la psychologie nous indique une barrière émotionnelle imposante, la honte toxique. Une dissonance cognitive féroce se produit lorsque l'image du moi parfait et indépendant entre en collision agressivement avec la douloureuse réalité d'un moi qui s'effondre. Pour résoudre ce conflit intérieur, ils cachent leur version brisée aux yeux du public. Laisser quelqu'un d'autre être témoin de leur faiblesse leur semble une humiliation insupportable. Enfin, nous devons parler du style d'attachement évitant. C'est la conséquence directe d'une enfance privée d'étreintes réconfortantes. Les personnes ayant ce style d'attachement ont développé un système de croyances profondément erroné. Elles se disent qu'elles n'ont besoin de personne. Elles se convainquent qu'elles peuvent tout gérer seules. Cette hyper-indépendance n'est rien d'autre qu'une armure parfaite. Elle est conçue pour cacher une peur terrifiante d'être blessées ou rejetées, si jamais elles osaient s'appuyer sur quelqu'un d'autre. Lorsque la tragédie frappe, repousser tout le monde est leur façon de reprendre le contrôle. Elles se murmurent qu'il vaut bien mieux s'isoler à leurs propres conditions plutôt que d'ouvrir leur cœur fragile pour être abandonnées une fois de plus. La véritable tragédie de l'auto-isolement ne réside pas dans le silence lui-même. Elle réside dans le paradoxe déchirant qu'il crée. Au fond de ces pièces closes, les personnes qui se cachent du monde sont celles qui désirent le plus de compréhension. Elles veulent désespérément être étreintes. Elles repoussent agressivement tout le monde. Pourtant, elles restent assises, les larmes aux yeux,
se demandant silencieusement si quelqu'un sera jamais assez patient pour briser leur mur et simplement rester. C'est un conflit interne dévastateur pour l'âme. Elles ont faim de connexion, mais en sont absolument terrifiées. Le coût émotionnel de ce mécanisme de défense est dévastateur. Premièrement, il érode lentement leurs relations les plus précieuses. Les personnes qui les aiment, après avoir été à plusieurs reprises rejetées, finissent par se sentir impuissantes. Elles se sentent rejetées. Et finalement, elles s'en vont. Ce départ douloureux agit comme le coup de grâce. Il renforce parfaitement la croyance erronée que la personne isolée a toujours eue. Elles se disent qu'elles avaient raison. Elles croient que cela prouve que tout le monde finira inévitablement par les quitter. Cette prophétie auto-réalisatrice les emprisonne dans une cage de solitude éternelle. De plus, refuser une aide extérieure ne fait pas disparaître la douleur. Lorsque le traumatisme est enfermé dans l'obscurité, il fermente, il pourrit. Il se transforme lentement en une dépression profonde, laissant de lourdes cicatrices invisibles sur l'âme qui deviennent incroyablement difficiles à guérir. Alors pourquoi est-ce que, face à la même tempête, une personne peut pleurer et appeler une douzaine d'amis, tandis qu'une autre se retire complètement dans sa coquille? La différence réside dans la façon dont nous sommes configurés pour traiter la douleur. Ceux qui cherchent un soutien extérieur croient que le monde est fondamentalement un endroit sûr. Ils voient les gens autour d'eux comme un filet de sécurité, prêt à les rattraper quand ils tombent. En revanche, le groupe qui s'isole voit le monde comme un endroit plein de dangers et d'incertitudes. Ils croient sincèrement qu'ils ne peuvent compter que sur leurs propres mains tremblantes. Si vous êtes la personne qui se tient devant cette porte fermée, vous vous demandez probablement ce que vous devriez faire. Devez-vous les forcer à s'ouvrir? Ou devez-vous simplement les laisser tranquilles? La réponse ne se trouve dans aucun de ces extrêmes. Essayer de briser de force leur silence par la pression ne fait que les faire se sentir attaqués. Cela les pousse encore plus profondément dans l'obscurité. Mais les ignorer complètement ne fait que confirmer leur peur la plus profonde d'être abandonnés. Ce dont ils ont besoin en ce moment, ce n'est pas d'une leçon. Ils n'ont pas besoin d'une solution magique pour résoudre leurs problèmes. Ce dont ils ont désespérément besoin, c'est d'une présence calme, sécurisante et complètement inconditionnelle. Le silence et l'auto-isolement au milieu des tempêtes de la vie sont, en fin de compte, une tentative maladroite et déchirante de l'esprit pour se guérir lui-même. C'est le murmure le plus douloureux d'une âme terrifiée de se briser devant quelqu'un d'autre. Si vous portez cette lourde habitude en vous, soyez doux avec vous-même, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas brisé. Vous n'êtes pas insensible. Vous êtes simplement épuisé. La prochaine fois que l'obscurité vous appellera, au lieu de verrouiller complètement la porte, pourriez-vous essayer de laisser juste une petite fente ouverte, juste assez pour qu'un seul rayon de lumière partagé puisse s'y glisser. Et si vous vous retrouvez à attendre patiemment, devant une porte fermée, s'il vous plaît, tenez bon. Un simple message, leur faisant savoir que vous comprenez leurs besoins d'espace et que vous serez toujours là quand ils seront prêts, peut être le plus grand soutien qu'ils recevront. Où se situe la ligne fragile entre se protéger et s'emprisonner dans la solitude? Partagez votre histoire avec nous dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir exploré l'esprit avec The Silent Seek.